Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Avril. Après 5 ans en audit financier en Big Four, Avril a tout plaqué pour devenir sage-femme. Avril a suivi la voie des bonnes élèves, école de commerce, études de finance, stage en cabinet d'audit Big Four et premier CDI décroché dans un de ces cabinets qui fait rêver. Cela semblait être la bonne voie pour elle car ses parents étaient tous les deux dans la finance. Son premier déclic, quand sa N+1 l'appelle pour lui annoncer qu'elle n'arrive plus à sortir de son lit, qu'elle fait un burn-out et qu'elle est arrêtée 4 mois du jour au lendemain. Très proche d'elle, Avril voit son futur et plaque tout du jour au lendemain pour voyager et faire le bilan. Aujourd'hui, Avril vient de terminer ses 4 années d'études de sage-femme en Suisse et s'apprête à exercer. Une vocation pas si farfelue que ça, car sa grand-mère était elle-même sage-femme. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Avril. Bonjour Avril, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire Virose, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Avril, j'ai 32 ans, je n'ai pas d'enfant, j'habite à Lausanne en Suisse et aujourd'hui je suis sage-femme. Alors, c'est marrant que tu n'aies pas d'enfant parce que j'étais persuadée que tu étais devenue sage-femme en devenant maman. Pas du tout, ça n'a pas été ça le déclic pour toi. Oh. Oui, parce que moi j'ai un bébé qui a 6 mois maintenant et quand j'ai accouché, j'ai découvert le métier de sage-femme et j'ai trouvé que c'était incroyable. Et justement, c'est comme ça que j'ai eu envie après d'interviewer une sage-femme parce qu'on n'a jamais eu de sage-femme dans Oser la reconversion. Et j'ai fait ce petit appel pour à témoins de sage-femme sur LinkedIn. Alors toi, ça a été quoi le déclic? Comme ça, tu nous fais un petit teaser avant que tu racontes ta reconversion. Alors moi, ça a été surtout que avant je travaillais dans la finance et ça a été un peu un ras-le-bol et une quête de sens dans le métier que j'exerçais. Et voilà, je raconterai un peu plus en détail, mais c'est T'as pas eu de déclic par rapport au métier de sage-femme en non, je me particulier? suis cherchée et en fait j'ai trouvé ce métier. Ok. Ouais, c'est marrant, j'étais persuadée que c'était en devenant maman. Alors, donc toi, tu avais rien à voir ça n'avait rien à voir ce que tu faisais avant parce que tu étais dans l'audit financier. Donc, tu es passé par des big style Mazars, KPMG en Suisse. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un grand écart. Tu as fait une école de commerce à la base. Comment ça t'est venu l'école de commerce? C'est plutôt tes parents qui t'ont poussé? Alors, mes parents m'ont pas poussé, mais c'est vrai que ma mère et mon père viennent du monde de la finance. Et puis, bon, moi, du coup, j'ai fait mes études en France, donc j'ai fait un bac économie. À partir du moment où j'ai découvert l'économie, ça m'a intéressée, donc j'ai continué dans ce type de baccalauréat. Et puis après, je me suis dit naturellement, je vais me diriger vers une école de commerce. Ce qui était fou parce que j'avais pas du tout envie de faire, par exemple, ingénieur ou médecin, enfin, médecine. C'était pas du tout, à cette époque-là, c'était même pas envisageable pour moi. Mais je me rappelle que quand j'étais toute petite, je voulais être vétérinaire pour accoucher les vaches. C'était très précis. Accoucher les vaches. Donc ça, je l'ai repensé plus tard, je me suis dit: «Ah, c'est rigolo quand même». Mais voilà, donc j'ai fait ce baccalauréat économie. Après, donc je suis rentrée, l'école s'appelle le IAE, maintenant ça s'appelle TSM, à Toulouse. Voilà, puis après j'ai poursuivi, j'ai fait la licence comptabilité, puis le master, audit comptabilité, compta, contrôle, audit. Et puis je me suis dit, voilà, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'aimais quand même bien la comptabilité, mais je voulais pas être expert comptable. Et puis je me suis dit, c'est un peu le moyen facile, on s'entend, mais de rentrer dans une entreprise, rentrer par la finance, et puis après je pourrais trouver peut-être autre chose dans l'entreprise qui m'intéresse plus que la finance ou la compta. Donc, on m'avait dit dans ces études-là, hein, on te dit, voilà, tu rentres dans un cabinet type Big Four, c'est la ligne d'or sur le CV. Donc, moi, j'ai fait le parcours très rectiligne, hein, voilà, le bac, la licence, le master, le double master parce que j'ai passé le DSCG à la sortie de ce master-là. Je suis rentrée donc dans un Big Four. La bonne élève, quoi, un petit peu. Ouais, ah oui, ça c'est type. Oui. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon stage de fin d'études dans un de ces cabinets. Ils m'ont embauchée direct, donc j'étais hyper contente.
Et puis, voilà, j'ai commencé à travailler. Puis au bout d'1 an alors au début, je suis rentrée en me disant: «Je vais rester 5 ans comme ça, voilà, c'est 5 ans, c'est bien». Au final, au bout de 6 mois, j'ai fait: 3 ans, ça va être pas mal». Et au bout d'1 an et demi, j'ai fait: 2 ans, c'est bien». Et aussi, voilà, c'est quand même un métier, c'est connu, c'est dur, hein. C'est beaucoup d'horaires, tu travailles le week-end, tu travailles les soirs, tu es en déplacement. Là, il y avait pas encore le covid, tout ça, c'était, en 2016, ouais, 2016-2017-2018. Donc c'était le temps où le covid n'existait encore pas, donc on était tout le temps moi, j'étais tout le temps, en déplacement. J'étais à Paris, à Clermont-Ferrand, j'allais en Martinique, enfin, donc j'étais pas très souvent chez moi. Tu allais, dans les boîtes vraiment les auditer quoi? Tu Ouais, allais, j'allais chez les clients? toutes les semaines, j'allais chez un client différent. La semaine d'après, tu étais sur un autre client et tu pouvais avoir du retard sur ton client d'avant, donc tu étais en parallèle tout le temps. Tu devais faire des synthèses qu'il fallait rendre pour hier. Enfin, c'était une vie où moi, je me disais: «Ben, moi ma devise, c'est je travaille non, je travaille pour vivre, mais je vis pas pour travailler». C'était plus stressant que d'être sage-femme, tu dirais? Ah ouais. Parce que sage-femme, ça doit être stressant quand même. Tu te dis que t'as des vies entre tes mains aussi. Alors c'est pas le même stress parce que justement, avec une amie, que je salue, on connaîtra, on me disait souvent quand on était stressé par ce métier-là, elle me disait: «En fait, on sauve pas des vies, hein. On rend des synthèses, en fait. Pourquoi on se détend». Et en fait c'est vrai. Et aujourd'hui, en fait, ben, le métier de sage-femme, oui, alors tu fais des horaires, tu travailles les nuits, tu travailles les jours fériés, mais tu sais aussi pourquoi tu le fais. Tu es dans l'humain et puis, oui, tu peux avoir des vies entre les mains, donc c'est un stress qui justifie. Mais, tous les jours, tu vois, moi, je suis pas si stressée que ça, dans mon métier actuel. Alors que, j'ai frisé le burn-out. C'est aussi ça, en fait. C'est que j'ai frisé le burn-out. Alors, tu vois, j'avais à peine 26 ans. Je me suis dit: «Waouh, tu démarres, ta vie professionnelle, tu as 2 ans d'expérience, tu es déjà à moitié en burn-out. Ça promet pour les 40 prochaines années». Et tu quoi comme symptômes, tu dis que tu faisais le burn-out, qu'est-ce qui se passait dans ton quotidien? Surtout que moi, je commençais à vraiment être pas très bien, j'étais stressée. Alors je dormais, mais je mangeais pas très bien, j'angoissais beaucoup, j'angoisse à l'avance. Et en fait, le déclic, ça a été que j'ai une collègue qui était donc enfin, dans ces cabinets, on a toujours, c'est un peu comme les écoles de commerce, tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi qui est ton chef, N+1. Et en fait, une de mes chefs, donc N+1, qui était une très bonne amie, elle m'a appelée un jour et elle m'a dit: «Avril, je viendrai pas aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai pas réussi à me lever, je suis en burn-out, je suis en arrêt pendant 4 mois». Tu l'as pas vu venir? Mais même elle l'a pas vu venir, hein. Et en fait, j'ai pleuré. Ce jour-là, j'étais en mission, je me rappelle, et j'avais la manager qui m'a regardée, elle a cru que j'avais perdu ma grand-mère, en fait. Et en fait, ça a tellement résonné en moi parce qu'on avait quoi? On avait 2 ans d'écart et on avait le même parcours, on avait fait les mêmes écoles, tout pareil. Et d'ailleurs, on se ressemble, on est encore copines et on se ressemble beaucoup sur plein d'aspects. Et quand elle a dit ça, en fait, je me suis vue. Tu vois? Je me suis vue craquer et là, j'étais là en mode: «Oh non, c'est pas possible». Et en fait, ce que je savais pas, ce qui m'attendait, c'est que du coup, comme elle, j'étais sur tous ses dossiers. Elle a sauté, j'ai tout pris. Donc en fait, je suis devenue senior, enfin in charge de tous les dossiers à sa place. Alors j'avais pas ni la paye, ni le grade. Et puis personne me l'a dit officiellement non plus. Donc tu vois, ça a été tous ces trucs-là où déjà moi j'étais un peu, borderline. Paf, elle m'annonce ça, donc là je me suis dit: «Waouh!» Et c'est ça qui a aussi précipité mon choix. Je me suis dit: «En fait, je vais pas y rester». Donc j'ai fini la saison d'audit parce que je voulais pas, planter tout le monde au milieu. J'ai fini la saison et en fait, ce qui m'a fait tenir, c'est que je me suis dit: «OK, tu démis». Vraiment, j'ai un plan en tête, hein. J'étais en Martinique, je me suis réveillée un matin à 8:00, j'ai fait: «OK, dans 6 mois, tu poses ta démission, tu pars, en voyage à l'étranger toute seule». Et en fait, j'ai fait ça, c'est ce qui m'a fait tenir tout le reste de la saison et c'est ce que j'ai fait. J'ai posé ma démission et le 30 août, j'étais dans un avion en partance pour le Vietnam et je suis partie 2 mois, toute seule, en voyage, en Asie. Et elle, tu l'as pas du tout vu venir, son burn-out? Ça a vraiment été du jour au lendemain? Ouais, bah, après elle avait beaucoup de boulot aussi, enfin, bah, elle avait les symptômes de tout le monde. C'est-à-dire qu'elle restait tard au cabinet, elle bossait comme une dingue, mais même elle l'a pas vu. Elle m'a dit, en fait, un jour, j'étais en train d'agrafer mes tickets on faisait nos dépenses, tu sais, on code les dépenses et tout. Elle était en train d'agrafer ses tickets et en fait, elle a buggé. Elle arrivait plus à faire ça. Même elle l'a pas vu venir. Même elle l'a pas vu venir, en fait. Et c'est ça qui m'a fait peur. Et comment ont réagi tes parents alors, eux qui étaient justement dans la finance? Bon, alors ils ont compris, que je quitte déjà ce cabinet, tout le monde a compris parce qu'on sait que c'est connu
que tu bosses comme un fou, mais en fait, tu le fais parce qu'après, tu gagnes bien ta vie et que ça te permet c'est un tremplin, en fait. Ces cabinets, tremplin. Donc mes parents, quand moi, j'avais déjà commencé dans ces cabinets, ils savaient très bien que j'allais pas y rester, éternellement. Donc c'était juste, le tremplin est plus petit que prévu. Mais en fait, ce qui a aussi beaucoup joué, c'est que moi, je voulais déjà partir à l'étranger. Mon projet, c'était de faire un VIE, donc c'est un volontariat international en entreprise. Je voulais faire ça au Canada. Et puis finalement, dans mes projets personnels, ça a pas pu se faire. Donc c'est aussi pour ça que je suis partie à l'étranger. Ça m'a un peu calmée dans mon envie de partir loin. Et en fait, donc j'ai posé ma démission, je suis partie en voyage. Et donc la tradition, c'est quand tu quittes ces cabinets, tu fais un mail de départ où tu remercies tout le monde, tu donnes des petites anecdotes, ça fait rire tout le monde et tout. Et j'ai fait ça. Et j'ai une ancienne collègue avec qui j'avais fait une mission, qui elle travaillait dans une entreprise à l'étranger. Donc elle était au Chili. Et elle m'a écrit, elle m'a dit: «Ah, j'ai adoré ton mail, tu vas faire quoi alors après?» Je lui ai dit: «Écoute, pour l'instant, après, rien du tout. Déjà, je vais voyager 2 mois, on va voir. Et puis après, je vais rentrer à Toulouse, et puis je vais me trouver un travail à Toulouse pour rester à Toulouse et voilà.» Et je lui ai dit: «Notamment dans ton entreprise», qui était une entreprise toulousaine, mais basée partout dans le monde. Et elle me dit: elle me dit: «Mais moi, je cherche quelqu'un pour venir travailler avec moi.» Et là, je lui dis: Me fais pas des blagues, en fait, parce que je peux arriver demain.» Et elle me dit: «Ah non, pas du tout, je suis très sérieuse, moi, j'aimerais bien que tu viennes bosser avec moi.» Au Chili, du coup. Ouais, j'étais pas encore sérieuse, donc tu sais, j'avais la fièvre du voyage qui était en moi, qui m'avait piquée. Et donc là, elle m'a dit ça et là, j'ai vrillé, en fait, j'ai fait: «OK, go.» Donc à cette époque-là, j'étais en couple et donc j'ai tanné mon copain. Je lui ai dit: «Allez, vas-y, viens, on y va, c'est une expérience de fou.» Parce qu'en plus, j'étais expatriée, enfin, j'avais un contrat d'expatriée, donc c'était vraiment des conditions incroyables. Et du coup, on est partis au Chili, 1 an. Donc là, j'ai quitté le monde de l'audit pour être contrôleuse financière dans une entreprise. Hem Et voilà, donc mon projet, là, je quitte un monde où j'ai pas de vie sociale, où j'ai pas de vie de famille pour, avoir un travail normal comme tout le monde et puis après avoir une vie à côté, voyager, prendre des vacances, tout ça. Et du coup, la morale quand même dans tout ça, c'est qu'il faut soigner son mail de départ. Non, moi, j'ai aucun regret de tous ces voyages, ça m'a beaucoup ouvert et du coup, j'ai eu de la chance parce que je suis partie quand même en voyage en Asie avant d'aller au Chili. J'étais toute seule parce qu'au début, Chili, je me suis installée toute seule. Donc ça m'a aussi permis parce que moi, je détestais être toute seule et j'avais jamais voyagé toute seule. Qu'est-ce que tu as eu comme réalisation justement à ce moment-là? Parce que j'imagine qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui ils sont aussi en train de péter un câble au travail et puis qui se disent: «Ah moi aussi j'ai trop envie de poser ma démission et de partir 2 mois voyager.» C'est comment concrètement comme ça quand on quitte tout, du jour au lendemain et qu'on voyage, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors moi, je leur dirais déjà: «Faites-le.» Alors, moi, j'ai eu ce petit filet de folle, enfin, c'était un peu une dinguerie sur le coup et en fait, après, j'ai eu ce filet de sécurité parce qu'en fait, au moment où j'ai décidé de partir, 2 semaines après, cette collègue, elle me dit: «Et j'ai le boulot.» Donc en fait, j'étais partie en sachant que j'avais un boulot derrière. Mais même sans ça, moi, j'avais un peu prévu mon coup, j'avais un peu tout calculé, financière dans la main, donc j'avais un peu tout calculé et en fait, je me suis dit: «Tu sais quoi? Tu as 6 mois devant toi, d'économie, tu peux très bien, aller voyager 2 mois, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, tu vas pas être SDF non plus, à la fin du mois.» Donc je me suis dit: «Je pars voyager, je profite de l'expérience que ça m'apporte et puis il sera bien temps de après se retrouver un travail quand tu rentreras.» Surtout dans le domaine où j'étais, enfin je veux dire en finance, tu trouves quand même facilement du travail donc C'était comme tu l'imaginais le voyage? ouais, même mieux. Ouais. Ouais, ouais, ouais et alors même, je rajouterais même que, le cabinet d'audit pour lequel je travaillais, quand je leur ai dit que je partais que 2 mois, ils m'ont dit: «Même pars et tu reviens après.» Et je leur ai dit: «Non, jamais.» Je leur ai dit: Non, non, non merci.» Donc ça, il m'a très bien fait quand même. Mais c'était vraiment: «Je vous quitte», en fait. Je fais pas un plan dans ma vie, c'est: «Je vous quitte.» C'est C'est marrant parce que moi, j'étais avocate chez Deloitte, on m'a dit la même chose. Il m'a dit: «Si tu veux partir et revenir dans 1, 2, 3 ans, tu me dis.» Et moi, j'étais parce que quand tu pars et que tu pas trop de projets, ça semble tellement bizarre pour eux qui te disent, ouais. mais parce que tu ne quittes pas un cabinet comme ça pour moins bien. Mieux égal, c'est mieux payé et tu travailles moins. Ça, c'est le mieux. Si tu fais moins bien ça, t'as raté ton départ, en fait. Et là, moi, je pars en disant: «En fait, je pars pour rien et je pars juste en voyage.» C'est pour ça que ma copine qui avait fait le burn-out, elle avait fait le même coup et elle était partie, je crois, 2 mois, à San Francisco et elle était revenue.
Donc ils m'ont dit: «Fais comme elle, pars 2 mois comme elle». En fait, c'était vraiment les 2 folles là, les faites votre truc et vous revenez après. Quand vous avez appris vos esprits, vous revenez. Et je leur ai dit: «Non, mais moi je reviendrai pas en fait, ça vous avez pas compris que j'allais pas revenir». Donc voilà, donc je suis partie au Chili. Bon, j'ai déchanté un petit peu parce que, j'ai compris que c'était une entreprise qui avait quand même une mentalité aussi, très, ben, en fait, j'avais l'impression que j'allais, avoir plus un respect de la vie privée, enfin du temps de vie privée et en fait pas du tout. Alors après, je regrette pas cette expérience-là parce que, bon, déjà, j'ai appris l'espagnol, j'ai été dans cette entreprise, j'ai été vraiment le couteau suisse, hein. Je suis passée dans tous les trucs. J'ai été à moitié DRH, j'ai été, trésorière, contrôleuse financière, directrice financière. J'ai aidé aux opérations, à monter les cuisines, les trucs et tout. Donc vraiment, j'ai tout fait dans cette boîte. Vraiment, je suis tout fait. Donc c'était hyper enrichissant. J'ai fait 1 an, c'était incroyable. J'ai adoré, j'ai beaucoup voyagé, j'ai profité, j'ai beaucoup voyagé, j'étais donc dans l'Amérique latine, donc c'était une super expérience. Mais professionnellement, je me suis dit: «OK, c'est encore pas ça, en fait». C'était ça, en fait, le déclic, ça a été de plus en plus, chaque expérience pro, il y avait toujours un truc qui collait pas. Que la première, c'était: «OK, mais bon, c'est des cabinets d'audit, on sait tous qu'ils te pressent comme un citron. OK, c'est le cabinet d'audit». Après, j'arrive dans cette entreprise. OK, bon, ouais, mais elle aussi, elle est un peu particulière, hein. Elle a quand même une mentalité, c'est connu. Bon, OK, donc c'est encore l'entreprise. Bon, bah, donc faut que je trouve une autre entreprise. Donc là, c'est, avec le garçon avec qui j'étais, on a décidé de s'installer en Suisse parce que moi, mon projet, c'était soit le Canada, soit la Suisse. En fait, je voulais aller dans un pays où, en fait, le droit des salariés est respecté. Déjà, je me suis dit: «Si déjà on part dans un truc comme ça, on va peut-être bien tomber pour une fois». Donc ça, c'était vraiment un peu mon plan. Je me suis dit: «OK, le Canada, ils respectent ta vie privée. La Suisse, ils respectent ta vie privée. Enfin, ton temps, en tout cas, de vie privée». Donc je me suis dit: «Bon, on tente ça». Puis bon, après même, moi, j'adore, tout ce qui est randonnée, la nature et tout. Donc on nous avait bien vendu, on avait rencontré des Suisses en voyage au Chili qui nous avaient survendu la Suisse en disant: «Là, vous adorez là, cet endroit, mais c'est à Cros-en-Trois, notre Suisse, avec les petits lacs, tout ça». Donc on s'est dit: «Ben go, on était les 2 dans la finance, enfin la Suisse, c'est le paradis de la finance. On aime la rando, les lacs, go quoi». Et puis surtout, c'était à côté enfin c'est par rapport au Chili, c'est plus proche de la France, donc de nos familles, qui s'étaient tous décidés à se marier, à faire des enfants l'année où on était partis en fait. Donc on s'est dit: «Bon, être à 14 heures de vol de tout le monde, ce n'est plus possible». Donc on a décidé de rentrer en Suisse, enfin de s'installer en Suisse. Et là, je suis rentrée dans une entreprise, une start-up, sur le papier nickel. Je faisais un 8h-17h, j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Putain, mais gros, tu sais, je finissais à 17h30, il me disait: «Mais, Avril, va-t'en, hein, parce que de toute façon, tu seras pas payée tes heures sup, hein. Donc va-t'en». Et j'étais en mode: «Quoi?» À 17h30, j'ai une vie, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? Mon Dieu. Donc tu sais, j'étais complètement, perdue de tout ça. Et là, en fait, bah, je suis tombée malheureusement sur là, c'était ma patronne, cette fois-ci, qui, en fait, m'a rabaissée, qui m'a rabaissée, rabaissée, rabaissée. Donc là, on est arrivé en temps Covid, hein, enfin, quand on est arrivé en Suisse, c'était, février 2020, donc vraiment tout début Covid. Et alors, bah, comme tu disais tout à l'heure, moi, je suis bonne élève. Donc tu sais, j'aime bien que tout soit nickel, moi, dans tous mes métiers, on m'a toujours dit, «C'est super ce que tu fais, je te vois déjà directrice financière l'année prochaine, je te vois déjà senior, je te vois déjà nanana». Moi, j'étais en mode: «Ça me tente pas, mais je déteste ce que je fais, mais je suis bonne dans ce que je fais, OK». Donc je reste. J'aime bien faire les trucs, même quand j'aime pas ce que je fais. Et c'était clairement ça dans les 2 entreprises où je suis passée, c'est je n'aime pas ce que je fais, enfin, ce que je fais ne me fait pas vibrer. Enfin, c'est plus ça, c'est ce que je fais ne me fait pas vibrer. Après j'ai pas horreur de ce que je fais, mais ça me faisait pas vibrer. Mais je suis bonne dans ce que je fais. Bon, donc je vais rester. Et là, en fait, je suis passée dans un stade différent, c'est je suis mauvaise dans ce que je fais et en plus j'aime pas ça. Et là, je me suis dit: «Ah, on va arrêter quoi. On va arrêter le massacre». Et donc là, j'ai pris contact avec une dame qui était conseillère de coach de vie, conseillère d'orientation, réorientation, que j'avais déjà vue quand j'étais en licence, bizarrement. Et je lui avais dit, je me rappelle: «Je sais pas si je suis bien à ma place». Donc là, déjà, je pense qu'il y a une petite graine. Je lui avais dit: «Je sais pas si je suis vraiment à ma place, dans ces études en compta, finance et tout». Et elle m'avait dit: «Tous les chemins mènent à Rome». Et maintenant, avec le recul, heureusement qu'elle m'a dit ça. Parce que je pense que si elle m'avait dit: «Non, tu n'es pas à ta place», je me serais effondrée, mais effondrée.
Vraiment, je me serais dit, OK, t'es en licence 2, là, t'arrêtes, t'as perdu 2 ans de ta vie, c'est la fin du monde, tu sais pas ce que tu veux faire. Enfin, ça aurait été un drame pour moi. Donc, elle m'a dit, tous les chemins mènent à Rome. Elle m'a quand même un peu orientée vers le management. Elle m'a dit, mais t'es sûre, t'aimes pas le management? Parce que voilà, t'as quand même des appétences un peu pour ça. Je suis surprise que tu me dises que t'aimes pas. J'étais en mode, oui, bon, je sais pas. Voilà. Donc, ça, c'était les petits trucs, tu vois, qui aujourd'hui me reviennent et je me dis, ah ouais, il y avait quand même des choses qui germaient un petit peu. Et donc, j'ai recontacté cette personne-là en lui disant, écoute, donc j'étais encore dans ce job où j'étais malheureuse comme les pierres, hein. C'est-à-dire que là, les symptômes, je commence à 8h, à 8h moins 2, je pleurais et je me connectais à 8h10 et je pleurais toute la matinée. J'étais en mode, je veux pas y aller. Enfin, vraiment, c'était horrible. Horrible, horrible. Et ma chef, j'avais que des calls avec elle, où elle me disait, j'avais l'impression qu'elle me mettait des baffes. C'est-à-dire qu'en fait, elle était toute gentille, tu sais, petite blonde, petits yeux bleus, toute gentille. Elle te disait un truc sympa, là, elle te mettait un gros taquet et elle te rendait un truc sympa. Mais on va un sandwich et c'est mais j'ai ri. Ouais, elle a été hyper désagréable, en fait. Et je me rappelle que mon copain, il écoutait des fois les calls, il me disait, bah, elle est hyper sympa, ta boss. Et j'étais là en mode, ouais, mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et en fait, elle a pu me dire, tu vois, j'attends ça et t'es là, tout le temps. Et ça, c'est le truc à pas me dire. Elle m'a dit ça, elle m'a démolie. Elle m'a démolie. Vraiment, elle m'a démolie. Après, tu peux les dire merci finalement parce Oui, alors non, mais alors que ouais, ça vraiment, merci parce que si elle m'avait pas démolie comme ça, je serais encore dans mon trou à me dire non, mais je pense que ma vie elle me convient même si en fait ça me va pas. Alors que là, en fait, elle m'a tellement dégoûtée parce qu'en fait ça finit comme ça. Hein, c'est qu'en fait elle m'a tellement dégoûtée que je me suis dit ok, je peux plus du tout travailler en finance. Et c'est ça, ça a été ça mon déclic. C'est qu'en fait à un moment je me suis dit ok, très bien, t'as fait un master, t'as travaillé, ça faisait quoi, 5 ans, t'as travaillé 5 ans en finance et en fait tout ça c'est poubelle. Ça ne te servira plus jamais, parce que je ne voulais plus jamais y mettre un pied. Jamais, 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 jamais. Ne jamais dire jamais. Petit spoiler alerte cette fois-ci. Mais voilà, vraiment, donc elle m'a aidée parce que donc ça, je reviens juste un petit peu avant, parce qu'avant que je décide de partir de cette entreprise, j'avais vu cette coach. Et cette coach me dit donc non, tu n'es pas à ta place. Et en fait, l'image que j'ai de ça, c'est quand elle m'a dit ça, tu sais, c'est comme si toute ma vie, j'avais essayé des chaussures en 38. Et je m'étais dit: «Waouh, mais j'ai mal aux pieds, c'est des bottes, des ballerines, des Converse, ce que tu veux. J'ai mal aux pieds» et là, elle me dit: «Mais en fait, tu fais du 39, si jamais». Et là, j'étais en mode: «Mais c'est pas le but, la solution à mon problème». Et en fait, tu sais, je me suis dit: «Mais voilà pourquoi, en fait, à chaque fois que je suis dans une entreprise, je suis jamais satisfaite». Parce que mes beaux-parents, mes amis: «Ah mais ça va jamais, tu jamais contente de ton boulot». Mais tu sais, la vie professionnelle, c'est ça. Voilà, ça, phrase que je déteste. «Ah mais la vie professionnelle, c'est ça, tu sais, tout le monde n'est pas heureux au travail, c'est pas tous les jours rose, machin». Oui, non mais bon, on n'est pas censé mourir au travail de déperdition, tu vois? Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Ah, mais merci! Enfin, enfin je comprends. Enfin je comprends pourquoi je suis pas bien, en fait, dans ma peau». Et donc là, bah, du coup, la grande question, ça a été: «OK, super. Maintenant, je fais quoi?» C'était très: «Ouh!» mais t'avais besoin que quelqu'un d'autre te le dise. Ouais, j'avais besoin et puis elle était pour moi, elle avait un peu un pouvoir, tu vois? Genre, elle était graphologue aussi. Donc en étant tu vois, elle faisait un peu de la psychologie, en discutant avec toi, elle faisait un peu de la psychologie, elle faisait ton analyse grapho, elle m'a fait faire des tests et en fait, c'est là où elle m'a dit: «OK, ben, qu'est-ce que tu as dans tes boulots qui t'ont plu? Qu'est-ce qui t'a dé» et en fait, ce qui est ressorti, c'est que moi, ce que j'adorais en audit, par exemple, c'est quand on faisait, ce qu'on appelle la phase d'intérim, où on allait chez le client et on regardait tous les processus et on discutait avec les gens. Tu vois, on suivait, par exemple, la vente, on suivait une vente, on suivait la facture, nin et du coup, tu passais par tous les étapes de l'entreprise et tu allais discuter avec, le comptable, avec, la vendeuse, machin et pour voir exactement ce qu'elle faisait et moi, j'adorais. J'adorais parler comme ça avec les gens et tout. Après, quelquefois, une fois le rapport, je fais: «Oh mais c'est chiant». J'avais pas du temps. Et je me disais: «Mais en fait, c'est ça que j'aime bien, parler avec les gens». Genre j'adore. J'avais beaucoup de mes copines qui m'avaient dit, «Mais pourquoi tu fais pas psy?» parce que je psychanalyse beaucoup mes amies, je discute beaucoup avec elles, enfin, T'es très très empathique. peut-être trop. Ce métier me l'apprend tous les jours. Mais non, le nouveau métier me l'apprend tous les jours. Mais oui, beaucoup. Donc tu vois, c'est en fait, ce qui est vrai, ce qu'elle m'a permis de me rendre compte, cette, coach, c'est qu'en fait, c'est le métier enfin, c'est d'être tourné vers les autres. D'aider les autres et elle, là où elle m'a aidée, elle m'a dit: «Moi, de ce que je vois, de comment tu es, ce qui t'a manqué dans tes métiers, ce que t'aimes dans le métier que t'as fait, moi, je pense qu'il faut que tu te diriges vers les métiers de la thérapie». La thérapie
Mais au sens large. Donc, tu sais, ça pouvait être très bien kinésithérapeute. Elle m'a dit, mais moi, je te vois bien coach de vie comme moi. Du soin un peu, quoi, en fait. Voilà, soin à l'autre, aider l'autre dans l'empathie, l'aide, voilà. Donc, c'est large. Tu vois, bon, là, on peut penser, ben, je sais pas, infirmière, médecin, mais tu as plein d'autres métiers, en fait. Tu vois, ça peut être psy, ça peut être plein d'autres choses. Plein de métiers auxquels j'avais jamais pensé, en fait. Et puis, ben, moi, voilà, je pars d'un truc où je suis dans la finance, j'ai fait un master, j'ai eu tout de suite mon petit CDI. Là, c'est des métiers où tu me parles d'être indépendant. Des métiers peut-être où tu as pas forcément une reconnaissance, tu as peut-être pas un diplôme d'État qui est bien reconnu. Il se plaira bien, mon papa. Il y avait tous ces trucs-là où je me suis dit, en fait, waouh, ça va être dur. Là, je me suis dit, waouh, ça va être dur. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va me plaire? Et qu'est-ce qui va correspondre à mes attentes et qui va pas me faire trop peur? Parce que là, et c'est là que tu te rends compte, quand tu fais ça, que tu as énormément de pensées limitantes. Tu vois, t'as des pensées limitantes, et puis, en fait, t'as aussi les autres. Parce que tout le monde te dit, ah, mais fais comme tu veux. C'est ta vie, après tout. Ouais, fais comme tu veux, mais fais un peu comme j'ai envie quand même que tu fasses. Fais un peu comment la case dans laquelle t'es, qu'on t'a bien calé dedans. Reste comme un peu dans cette case, que si tu sors de la case, tu nous perturbes. Bah oui, ça perturbe beaucoup de gens quand tu te reconvertis parce que ça les projette en face de eux aussi leurs problèmes. Et j'en profite pour faire un petit aparté parce qu'on lance, nous, notre bilan de compétences, formation pour se reconvertir aussi, oser la reconversion. Donc, avec justement des tests comme ça pour savoir un petit peu quel métier nous correspond. Donc, je mettrai le lien pour les auditeurs s'ils veulent découvrir notre bilan de compétences, oser la reconversion. On le lance tout juste, donc c'est un peu une nouveauté. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que justement, en fait, ça permet de te dire bah, en fait, il y a vachement de métiers qui existent parce que toi, dans ta tête, tu es un petit peu souvent coincé hein, dans ton idée, alors qu'en fait, c'est justement de faire ce bilan, ça te permet de te dire, attends, qu'est-ce qui existe? Il y a tout ça, et après de mettre en place un plan d'action. Et alors, comment tu as trouvé le métier de sage-femme? Et ben alors, du coup, avec son aide à elle, parce que j'ai été aidée par deux personnes. Donc, elle, et puis, en fait, par pur hasard, j'ai recontacté une psychologue que je voyais un moment, que j'avais vue un moment, et j'avais appris par une amie qui la voyait aussi que cette dame-là, en fait, elle s'était reconvertie. Et j'étais oh, mais énorme! Et en fait, j'avais appris qu'elle s'était reconvertie de la finance. Donc, j'étais mais non, c'est pas possible. Donc, je l'ai recontactée à ce propos-là, en disant, mais écoute, j'ai appris qu'avant, tu travaillais dans la finance et que tu étais devenue une psychologue, et je me posais la question pour ce métier. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes qu'on se voit, mais pas en mode patient soignant, mais vraiment en tant que personne qui veut se reconvertir. Et donc, on a échangé, ça lui a fait trop plaisir qu'on discute et tout. Et en parlant de ce métier-là, elle m'a expliqué sa reconversion, elle m'a expliqué un peu le métier, et c'est là où je me suis dit, en fait, psychologue, non. Enfin, tu vois, j'aime bien psychanalyser mes amis, discuter avec eux de leurs problèmes, mais tu vois, il y a des soucis dans la vie que j'ai pas envie de soigner. D'ailleurs, je les vois en tant que sage-femme, hein, mais voilà, je les vois 1 heure, 12 heures au maximum. Je fais pas une thérapie de 3 ans avec la personne qui a subi des violences ou des horreurs comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ça, je suis pas sûre que je serais capable de l'entendre toute la journée. Donc, je me suis dit, bon, psychologue, non, c'est pas ça. Et en fait, la coach m'avait dit de noter des métiers qui me venaient. Elle m'avait dit, mais essaie de pas te mettre de fils. Par exemple, si c'est médecine qui te vient, te dis pas, ah, mais il faut faire 6 ans d'études ou 10 ans, je sais pas quoi. Elle m'a dit vraiment, tu les notes comme ça, sans a priori, et on en rediscute. Donc là, je suis passée par. Moi, j'aimais bien la nature et tout, donc je me suis dit paysagiste, naturopathe. Quand j'ai une naturopathe, je me suis dit, oh, mais pourquoi pas naturopathe? J'ai un peu pété les plombs. Et en fait, ce qui était drôle, c'est quand j'étais au Chili et que vraiment mes journées me paraissaient très longues, j'écoutais le podcast Bliss Stories. Et je me rappelle que quand les femmes, elles racontaient leurs histoires de maternité et qu'il y avait, il y avait une sage-femme qui avait pas été comme ci, comme ça, enfin, qui avait fait un truc pas cool, je me disais, mais si j'étais sage-femme, ça se passerait pas comme ça. Je sais pas pourquoi je me disais ça. Mais j'avais, tu vois, ce truc-là. Et bon, et pour la petite note, ma grand-mère maternelle est sage-femme. Donc le fruit n'est pas tombé trop loin de l'arbre. Et t'en avais déjà parlé? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors elle m'avait parlé de ses histoires de sage-femme. Après, ma grand-mère, c'est une entité. Enfin, tu vois, elle incarne tellement ce métier. Ça aussi, ça a pu être un frein.
C'est que ma grand-mère, c'est tellement sage-femme, c'était ma grand-mère. Moi, je connaissais pas d'autres en plus. Donc et puis elle avait tellement ma grand-mère, elle a tellement adoré ce métier-là, elle l'a tellement bien pratiqué, elle a encore en contact avec des gens qu'elle a couchés il y a plus de 40 ans. Enfin, elle a été au Vietnam, aussi, c'est aussi pour ça que j'avais été au Vietnam en vacances. Ma grand-mère, elle a exercé au Vietnam pendant des années aussi. Donc voilà, ce métier, c'était vraiment son métier. Et puis, elle avait eu une vie de famille compliquée. Et moi, du coup, je faisais le lien en me disant, elle était sage-femme, elle a une vie de famille compliquée, donc c'est ce métier, en fait. Pour moi, qui voulait une vie de famille un peu classique pour profiter de mes enfants et tout, je m'étais dit, c'est pas un métier compatible. En même temps, ouais, je fais des nuits, des week-ends, les jours fériés, enfin, pas le métier où tu te dis, ouais, génial, je vais avoir des enfants avec ça va être trop, ça va être top. Donc, sur le coup, je l'ai noté parce que vraiment, cette histoire de Bliss, ça m'avait perturbée. Donc, je l'ai noté dans mon petit carnet. Et puis, quand j'ai vu cette coach, je lui ai dit, voilà, il y a ce métier. Enfin, en fait, je lui ai listé les métiers. Et là, elle s'est arrêtée sur ça. Je lui ai dit, c'est intéressant de ça, pourquoi? Et je lui ai un peu développé le truc. Je lui ai dit, voilà, à cause du podcast, où je me disais ça quand j'écoutais. Je lui ai dit, ma grand-mère aussi, elle est sage-femme. Et là, tu sais, elle m'a regardé, mais genre, il y a un truc, genre, Aline, genre, et, et après, elle m'a dit, ouais, mais pour faire sage-femme, il faut faire médecine. Et là, je me suis dit, c'est mort. Allez, laisse tomber. Oublie. Parce que, moi, j'avais pas fait un bac économique, en fait. Enfin, j'avais fait un bac économique, pas un scientifique. Donc, déjà, même à l'époque, même si j'étais en terminale, faire médecine en terminale, impossible. Déjà avec mon bac. Mais alors, en plus, après être sortie du système scolaire depuis plus de 5 ans, te farcir la première année de médecine, alors j'avais beau être bonne élève, pas à ce point-là. Donc, je me suis dit, ok, sage-femme, c'est mort. Allez, oublie. Donc, j'étais un peu perdue. Alors, pour donner un peu une timeline aux gens, une idée du temps que ça m'a pris, j'ai quitté le boulot où j'étais avec cette boss pas cool en avril-mai. Ouais, avril-mai. Et j'ai trouvé le métier que je voulais faire en août. Donc, j'ai pas mis 2 ans, hein, j'ai mis peut-être 3-4 mois maximum. Et donc, quand elle m'a parlé du métier, quand on a discuté du métier de sage-femme, on était quoi, en juin, juillet, à peu près, quelque chose comme ça. Et là, je pars en juin, juillet, je pars en vacances avec mes parents, en Suisse, dans un endroit paradisiaque, dans l'Oberland-Bernois. On avait les montagnes en face et tout. Et puis, j'étais en train de boire mon petit thé avec ma mère, et puis je lui dis, je sais pas, j'avais ce métier de sage-femme qui trottait encore dans ma tête. C'est comme si ton cerveau fait, non, mais attends, t'as pas compris, toi, t'abandonnes tout ça, mais non, nous, on a un plan pour que tu remettes dans la vie, et ça va pas te passer comme ça. Donc, j'ai ce truc et je me dis, mais attends, mais est-ce que vraiment c'est mort, sage-femme? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire autrement? Et là, je commence à chercher sur Internet. Et là, j'apprends qu'en fait, si tu as fait un master, tu peux faire une admission parallèle directement à la fac, du coup, de médecine. Et si t'es pris, alors, il y a tout un truc, hein, mais si t'es pris, tu rentres directement en première année de sage-femme. Donc, tu squeezes complètement la première année de médecine. Ça, c'est en Suisse ou en France, du coup? Alors, par contre, donc, du coup, je me suis renseignée. Mais les petits trucs, c'est que donc il faut avoir un master. Tu peux t'inscrire qu'à une seule académie à la fois. Donc, par exemple, moi, j'aurais pris peut-être Toulouse. Toulouse, tu vois, c'est, t'as 150 dossiers. Ils en prennent 50 à l'oral et après, ils prennent une personne. Mais tu vois, ils peuvent prendre quelqu'un qui a un master, je sais pas, qui est infirmière, qui a fait un master en santé, je sais pas quoi. Ils peuvent prendre des gens qui sont dans le domaine. Et que toi, t'arrives de la finance. Comment te dire que je suis pas sûre que j'allais être la prio? Et en fait, pourquoi je me rappelais de ça? Enfin, pourquoi mon cerveau, il a fait non, attends, t'as pas compris, toi? C'est qu'en fait, j'avais écouté un podcast des déviations. C'était le podcast de Gabrielle, qui était, je sais pas si tu connais. Oui, si, elle était chez L'Oréal avant. Ouais. Et en fait, elle, c'est très drôle parce que j'avais écouté ce podcast. J'avais adoré ce podcast. J'avais une copine qui l'avait écouté, qui me l'avait renvoyé. Je dis, mais oui, je l'ai vu. Et là, en fait, j'ai compris pourquoi. C'est mon cerveau, il a fait, mais en fait, tu sais très bien qu'il y a une autre parade, en fait. Parce qu'elle, elle a fait ça. Elle a fait exactement ça. Elle a fait la mission parallèle. Elle l'a fait à Paris. Elle a été prise. Et en fait, pour ça, mon cerveau, il a fait, mais non, mais il y a une autre technique. Tu oublies. Mais va chercher dans tous tes tiroirs. Il y a un truc. Et donc, en fait, quand je me suis dit, OK, il y a une autre solution, je me suis dit, OK, c'est ça. En fait, on est passé de mon projet est mort à il y a une possibilité. Et donc là, j'ai fait, OK, c'est bon, c'est ça, c'est ce métier. Et c'est pas plus simple de le faire en Suisse? Bah si, c'est pour ça que je l'ai fait en Suisse. Parce qu'en fait, quand je me suis renseignée, j'ai vu tout le parcours qu'il fallait faire du combattant pour le faire en France, je me suis dit, OK, en fait, là, je mets ma vie, une chance sur 150 pour un désir de reconversion qui était bien en fait. J'étais en mode, ça fait très peu de chance quand même.
Donc, je me suis dit: «Bon» et en fait, les fameuses amies qu'on avait rencontrées, au Chili, il y en avait une, elle était belge et elle m'avait dit: «Mais pourquoi tu regardes pas en Belgique ou en Suisse?» Belgique, c'est pareil aussi, ouais. Ouais et donc elle m'avait dit ça et j'étais en mode: «Oui, mais nous, on venait d'arriver», tu vois? Je savais pas si j'avais envie de rester, 4 ans d'études, plus après exercer en Suisse, c'était frais. Je savais pas si on allait se sentir bien dans ce pays et tout. Donc je me voyais pas puis bon, moi, je suis française, donc j'aimais bien me dire: «Je vais à l'école en France, j'ai mon diplôme français», enfin, tu vois? Et en fait, j'ai commencé à me renseigner et là, j'ai vu qu'en fait, donc en Suisse, le parcours, c'est il faut faire 1 année de mise à niveau. Donc tu rentres, bon, faut payer enfin, moi, j'étais pas suisse, donc il fallait que je paye cher, mais tu payais cette année-là où ils t'apprenaient un peu le b.a-ba des soins, heu et c'est une année qui est, comment dire? Qui est commune au métier de kinésithérapeute, qu'on appelle physio ici, diététicien, technicien en radiologie médicale, ergothérapeute et infirmière et sage-femme. Donc tous ces gens-là qui veulent travailler dans les soins font cette première année et après tu as certains métiers, donc notamment sage-femme, physio, diète et tout, qui eux doivent passer un concours qu'on appelle de régulation parce qu'il y a trop de monde qui veut faire ce métier pour le peu de place qu'il y a et ça, c'était 150 personnes, alors pour sage-femme, hein, 150 personnes qui se présentent pour 30 places. Donc là, je me suis dit: «OK, c'est ça. On va le faire là». Voilà, donc ça, c'était le plan. Maintenant, donc dans le temps, hein, mai, je quitte le boulot. Août, j'ai le nomination de OK, c'est et septembre, c'est OK, c'est sage-femme, mais ça sera en Suisse. Maintenant, il faut s'inscrire en janvier et tu commences en septembre N+1. Donc là, j'ai 1 an à tuer. Qu'est-ce que je vais faire pendant cette année? La grande question. Donc là, mon copain de l'époque me dit: «Bah, tu vas retourner travailler». J'étais en mode: OK». Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je voulais plus remettre un pied en finance, j'étais dégoûtée comme jamais. Donc là, j'ai essayé de chercher des petits boulots et tout. Ben, bizarrement, j'ai pas réussi tu vois, même j'ai postulé chez McDo, ils m'ont même pas appelée. J'étais en mode: «OK». Et et en fait, après, j'ai fini par donc mon copain de l'époque, lui, il travaillait dans un cabinet d'audit. Vu que nous, on s'était rencontrés là, donc il avait, lui, continué son parcours dans un cabinet d'audit et je lui ai dit: «Écoute, foutu pour foutu, ben, donne mon CV. De toute façon, je sais comment ça marche. Ils ont un manque de personnel accru puisque tout le monde démissionne chaque année. Donc, ben, allez, foutu pour foutu, j'y retourne, quoi. Enfin, avec aucun plaisir, mais j'y retourne. Et ben, comme par hasard, ça a marché, hein, j'ai été appelée direct. Donc, j'ai passé un entretien. Et là où j'étais un peu gênée parce qu'en fait, je savais que je faisais ça. Je savais que au début, j'avais même cherché des boulots. Tu sais, j'avais postulé dans des CDD? oui, ces trucs genre Michael Page et tout, où tu peux dire: «Bah, voilà, je cherche un CDD» ou quoi et en fait, j'avais jamais d'offre. En fait, en finance, en tout cas à mon époque, au moment où je l'ai fait, c'était que des CDI. Tu peux pas arriver et dire: «Bah, je veux un truc de 6 mois», tu vois? Ça, ils aiment pas. Donc je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, écoute, je vais prendre un CDI». Enfin, donc il me fait rentrer dans cette fiduciaire. Enfin, on appelle ça fiduciaire en Suisse, mais cabinet d'audit. Hem Et moi, par contre, j'étais quand même un peu gênée, donc je leur dis, à l'entretien, je leur dis: «Bah, écoutez, moi, je serais quand même partante, au début qu'on fasse plutôt un CDD et on voit». Parce que je savais très bien qu'il y aurait pas de: «Oh, très, très bon, vous avez pas mon temps et salut». Et donc ils me disent: «Bah, OK, très bien, on fait un CDD de 6 mois et au bout de 3 mois, on voit et on peut te passer un CDI». Je me suis dit: «Bon, bah, on verra». C'est quoi on verra? Ce sera déjà 3 momois. Ce sera déjà 3 mois. Donc je leur dis: «OK», donc je me remets dans l'audit, je renoue avec mes premiers amours, et non, mais là, je tiens à les saluer parce que alors vraiment, s'il y en a que je salue, je les citerai: Mazars, je vous salue. Mazars Suisse, je vous salue. Parce que, déjà, en fait, hyper gentil. Genre, je suis arrivée, c'était hyper agréable de travailler pour eux, l'équipe était géniale. On était aussi après Covid, donc on faisait moins de déplacements, on était beaucoup plus en télétravail et tout, donc ça, je pense qu'aussi le métier, ça c'était déjà beaucoup plus agréable. Et en fait, du coup, voilà, j'ai travaillé les 3 mois et au bout de 3 mois, j'ai cet entretien avec, une de mes managers et là, je lui dis, je dis: «Bah, écoute, enfin, je vais pas te mentir. En fait, j'ai un projet de reconversion. Je veux devenir sage-femme». Donc et en plus, elle avait eu un enfant, donc elle était, je pense, un peu, comment dire? Elle comprenait et je lui dis: «Je dis: «Voilà, je vais pas te mentir, en fait, moi, j'ai un projet, je veux changer. Je veux complètement changer». Donc je lui dis: «Après, par contre, moi, j'honore mes contrats.
voilà, j'ai un CDD de 6 mois avec vous, je dirais au bout de mon CDD de 6 mois, voire d'ailleurs, j'ai encore 9 mois, donc si vous voulez me prolonger jusqu'à septembre que je démarre l'école, c'est OK pour moi, hein. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait mes 6 mois chez eux. Donc ça a été déjà aussi, pardon, ça a été très, très bien pris. Il n'aurait pas du tout été le cas en France. Par expérience, j'ai très bien vu quand tu démissionnes comment tu es traité. Je peux te dire que là, quand tu leur dis qu'en plus c'est pas juste tu démissionnes, tu as la concurrence, c'est tu démissionnes et tu fais un truc complètement différent, en tout cas, ils ne m'ont pas mis dans un placard et ils m'ont laissé, travailler sur mes missions B. Ils m'ont même formé à un truc que, bah, seul moi était formé dans l'entreprise. Donc c'était un nouvel audit. Il y avait les managers qui faisaient le truc et moi je faisais, ben, le travail, mais j'étais la seule de l'entreprise à pouvoir faire ce truc et ça m'a donné une force énorme. C'est que du coup, j'ai fait, on va dire, j'ai fait 9 mois d'audit financier à proprement parler, plus cette petite audit qui s'appelle audit des égalités salariales et en fait, bah, en septembre, voilà, j'ai dit: «Bon, bah, salut, on arrête, moi je démarre l'école» et l'associé m'a appelé. Il m'a dit: «Écoute Avril, en fait, on se demandait est-ce que, avec ton école, ça serait possible que tu continues à travailler pour nous, en parallèle?» Donc déjà ça, à quelle heure ça arrive ça? Ça m'a Ouais, quand et moi tous mes potes, en plus j'ai dit ça en finance, ils m'ont dit: «Mais what? C'est quoi cette histoire?» Je dis: «Je vous jure, je vous jure» et en fait, bah, je lui ai dit: «Écoute, je sais pas, faut que je vois mon planning avec l'école» parce que j'avais pas genre un jour attitré où je travaillais pas. C'était un jour je travaillais pas le matin, le lundi, un jour c'était le vendredi après-midi. C'était pas des semaines fixes. Mais en fait, l'audit que je faisais, c'était pas un audit, avec une deadline, très proche. C'était un truc où je pouvais, rendre le truc plus tard. Donc il y avait pas, j'étais pas obligée de travailler tous les mardis parce que je devais rendre le truc la semaine prochaine. Ça pouvait prendre un peu plus de temps. Et donc en fait, là où ils m'ont fait un truc génial, c'est que j'ai eu un contrat à l'heure. Donc en fait, je disais en avance à mes managers, je dis: «Ben voilà, je vais travailler lundi après-midi cette semaine, vendredi matin la semaine prochaine et machin» et en fait, je faisais mon planning toute seule et elle, toutes les semaines, elle m'envoyait des mails en me disant: «Voilà, faut que tu traites ça, ça, ça quand tu travailles, mais pas de stress et tout» et en fait, j'ai fait ça 1 an. 4 ans. Donc pour donner des petits chiffres, 1re année de mise à niveau parce que j'étais pas en Suisse depuis plus de 2 ans, ça coûtait 15 000 €, enfin francs, mais c'est équivalent, donc c'était 15 000 € la première année, qui ne t'assure pas d'être sage-femme à l'issue, hein, parce que si je ratais le concours, c'était fini, hein. Donc c'était 15 000 € à la poubelle. Donc c'est 15 000 € la première année et puis après par semestre, c'était 500 et des poussières, donc ça faisait 1 500 par année fois 3. Mais on était payés 4 400 francs, bon, 1 franc égale 1 € à peu près, hein, 4 400 francs par an pendant 4 ans. Donc si tu enlèves les 15 000, au final, tes études te coûtent pas. Tes études te coûtent pas. Mais par contre, il faut vivre en Suisse, quoi. En plus, c'est cher de vivre en Suisse. Voilà, faut manger en Suisse, faut habiter en Suisse, faut circuler en Suisse, enfin voilà. Donc ça, c'est aussi pour ça que je remercie encore une fois Mazars, c'est qu'en fait, grâce au travail que j'ai fait et en plus dans la bienveillance, c'est qu'en fait, j'ai travaillé 1 an à plein temps, donc j'ai mis énormément de côté, plus l'année alors où j'étais à temps partiel, mais en fait qui m'a permis de financer toutes ces études-là. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pu autofinancer mes études de 4 ans toute seule. Avec le recul, du coup, tu penses que c'est pas mal de faire une année comme ça où tu sais que tu vas te reconvertir et tu travailles encore 1 an? Bah, en fait, ça dépend de tes finances. Moi, je trouve que si tu as vraiment beaucoup d'argent de côté et que tu sais que tu peux le faire ou si tu as un conjoint, qui travaille et qui peut supporter, parce que moi, j'ai plein de copines dans ma classe qui ont repris des études, qui avaient des conjoints qui gagnaient bien leur vie et qui ont payé pour la famille. Bon, ben, voilà, tu as pas de stress. Mais quand tu es tout seul, ben, c'est sûr que vaut mieux assurer ses arrières. Et puis moi, j'avais pas je crois qu'au tout en tout et pour tout, ça a dû me coûter, entre 40 et 50 000 €, tu vois? Et alors, comment tu as pu être sûre que tu voulais faire le métier de sage-femme? Est-ce que, tu avais peut-être fait un peu un stage avant, parlé avec, des sages-femmes? Bonne question. Bah, déjà, quand j'ai eu ce projet, le truc, il a fallu que j'annonce à ma grand-mère et ça, le coup de fil terreur. Genre, je me suis dit parce qu'en fait, comme je te disais, pour moi, elle incarnait tellement ce métier. Je me suis dit: «Si elle me dit: "Ah bon? Mais je te vois pas du tout faire ça"», ça m'aurait démolie. Donc tu sais, je me suis dit tu sais, je lui ai dit: «Bon mamie, j'ai un truc à t'annoncer, voilà, je veux me reconvertir mais bon, c'est encore pas sûr, hein, voilà, c'est pas sûr. J'y pense mais c'est pas sûr donc» tu sais, vraiment, j'ai assuré le terrain et j'ai dit: «Voilà, j'aimerais faire sage-femme».
Et en fait, elle l'a trop bien accueilli. Elle était en: «Oh mais c'est génial, c'est super! Genre tu reprends le flambeau, c'est parce que tu as raconté toutes mes histoires sage-femme et tout». Elle était trop heureuse. Après je lui dis: «Bon, par contre mamie, tu en parles pas, genre c'est un projet, c'est vraiment on était à l'embryon du truc, quoi». Je lui dis: «Vraiment, tu en parles pas». 3 minutes après, toute la famille est au courant: «Elle va devenir sage-femme et tout». Bon, mais voilà. Elle est contente aujourd'hui? Ah, elle est ravie. Et d'ailleurs, j'ai ma remise de diplôme, le 25 novembre et elle sera là. Donc ouais, ça me fait trop chou, je suis trop contente qu'elle soit là pour voir ça, donc c'est ouais. Et comment t'as été sûre? Parce que c'est quand tu t'embarques quand même dans des longues études. Et du coup, je lui ai demandé parce que ma grand-mère, elle avait encore des contacts, elle a travaillé beaucoup dans la région de Grenoble, donc elle avait des contacts avec la directrice de l'école de Grenoble, qui était, c'était une dame qu'elle avait formée. En fait, c'était son petit poulain quand elle les travaillait. Donc c'était rigolo. Donc elle l'a contactée en lui demandant, voilà, en disant, voilà, ma petite fille veut se reconvertir. Est-ce que elle pourrait faire un stage d'observation? C'est ça, en fait, le projet. Et puis grâce à ma belle-mère, qui elle travaillait à la mairie à Montauban, j'ai réussi à aussi avoir un stage d'observation à l'hôpital de Montauban. Donc en fait, j'ai fait 2 semaines à l'hôpital de Montauban où j'ai vu du postpartum et de la salle d'accouchement. Et après, je suis partie à Grenoble où j'ai fait à l'hôpital, la clinique mutualiste. J'ai fait les consultations, la salle d'accouchement, le postpartum et j'ai vu aussi la maison de naissance qu'ils avaient. Et là aussi super, parce que du coup cette directrice d'école m'avait donné le contact une sage-femme indépendante, libérale, qui n'a pas pu me prendre, mais elle m'a dit: «Mais attends, je vais te trouver ton stage» et elle a contacté quelqu'un d'autre et elle m'a trouvé mon stage. Et tu sais, mais il y a rien que déjà, j'étais en mode: «Mais c'est quoi cette vie, en fait?» Les gens font le travail à ma place. Je fais: «C'est quoi cette histoire?» Et je l'ai trop remerciée, je dis: «Mais merci». Enfin, moi j'avais abandonné, j'ai dit: «Attends, c'est pas grave, tant pis, je ferai pas du libéral, j'ai déjà 3 semaines d'observation, c'est déjà super». T'as vu toutes les pratiques, en fait, du métier de sage-femme? Voilà, ça c'est génial. Donc j'ai vraiment tout vu. J'ai vu la salle et en fait, chaque étape, ça a été un émerveillement. C'est-à-dire que déjà, premier jour où j'ai commencé par le postpartum, j'étais dans un couloir en tenue, parce que du coup j'avais une tenue de soignant. Et j'étais en mode, mais là en fait, vous êtes payé à faire ça. Genre ça c'est votre métier. Genre on est dans les couloirs, on va voir les patientes, si elles vont bien, on a fait notre boulot, ça c'est notre métier. Comme mais c'est incroyable. Mais c'est génial de faire ça. Tu sais, c'est ce truc où t'es dans l'instant. Et t'es plus dans ça c'était à faire pour hier, t'étais déjà en retard. On ne parle pas d'efficacité, de rentabilité, d'efficience, de tous ces mots horribles. Là, t'es en fait dans l'instant présent et en fait ta patiente, elle a un souci, tu le règles. Peut-être que des fois c'est juste discuter avec elle pendant 5-10 minutes. Ce que je fais avec mes copines gratuitement en fait. Et chaque fois je dis: «Mais je vais être payée à faire ça». Mais c'est fabuleux. Faire du bien aux gens, t'es payée à faire ça. Donc tu sais, je suis arrivée en mode: «Mais c'est quoi ce monde en fait?» Oh, j'ai découvert. Waouh! Et puis alors après, ce qui était trop bien, c'est que j'ai été en salle d'accouchement et je sais pas si elle l'écoutera, mais j'ai assisté à l'accouchement d'une personne qui s'appelle Alice, qui avait peut-être 1 an plus que moi ou 1 an de moins, je sais plus, on a à peu près le même âge. Et je lui ai dit, je dis: «Voilà Alice, bonjour, je m'appelle Avril, je suis en projet de reconversion» parce que voilà, je suis rien en fait, hein, moi je vais juste reprendre mon accouchement, mais je suis personne, ouais. Et je lui ai dit, je dis: «Voilà, est-ce que tu acceptes que j'assiste à ton accouchement?» Elle m'a dit: «Oui, pas de souci et tout». Donc j'étais là tout le long. Donc j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu elle, comment elle gérait les contractions, tout ça. Et en fait, son bébé a eu un petit souci à la naissance, il a inspiré un petit peu de liquide doux. Tu vois, il a eu un démarrage, un tout petit souci au démarrage. Et donc il a été amené, dans la salle juste à côté pour être peut-être aspiré ou au moins juste contrôlé, on lui donne un peu d'oxygène et ça repart. Et moi, en fait, avec les podcasts que j'avais entendus, j'avais tellement écouté tous les podcasts de Bliss. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit: «Attends, le papa, waouh, toi tu viens là». J'ai attrapé le papa, j'ai dit: «Vous allez voir le bébé, vous suivez le bébé, vous regardez tout ce qui se passe et après vous viendrez dire à votre femme». Et donc, moi j'étais avec sa femme et donc elle donc tu vois, l'accouchement se termine et tout. Et elle était toute inquiète, elle me disait: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et moi c'est là où j'ai senti aussi le pouvoir de la blouse blanche, que chaque mot que tu vas dire a une importance. Et là je me suis dit: Ne dis rien, ne dis rien. Ne va pas dire: «Ça va, tout va bien aller» parce qu'en fait ne dis pas qu'on fait une catastrophe, voici, j'ai peur pour vous. Parce que tu sais pas, en fait, et tu vas la flipper. Donc, je lui dis, tais-toi, juste tais-toi. Donc, je lui dis, oui, je sais pas. Je lui dis, je vais aller voir votre mari. Je dis, je vais aller chercher votre mari va vous raconter. Celui, s'il dit des conneries, c'est pas grave. Toi, par contre, t'as une blouse blanche. Et ça, c'est important. Donc, je suis allée voir le mari, qui était tout déstressé. Le bébé allait très bien, ce qu'il était tout zen. Et je l'ai attrapé. Je lui dis,
vous allez voir votre femme et vous lui racontez tout ce que vous avez vu, tout de suite. Et il y a été. Voilà. Bon, l'accouchement s'est terminé, ils ont récupéré leur petit, blablabla. Ils sont partis en salle et puis moi, je pense que j'avais fini ma journée. Et puis voilà, tu vois, elle a accouché, je pense qu'elle a accouché un vendredi, donc moi, je travaillais pas le week-end, donc samedi, dimanche, je suis chez moi. Je reviens le lundi, elle m'avait dit: «Ah, vous viendrez me voir en postpartum et tout». Donc le lundi, j'arrive, je vais au postpartum et là, elle me dit: «Oh là là, oui, je suis tellement contente de vous voir et tout». Je fais: «Moi? Mais qui suis-je pour voir une personne?» Et tu sais, c'était en mode, «Bonjour». J'étais toute contente de la voir, de rencontrer son bébé. Je lui ai demandé comment s'étaient passés les 2 premiers jours et tout. Et là, elle me dit, «Oh là là, merci pour tout ce que vous avez fait». Je dis: «Alors moi, rien du tout. Si jamais moi j'étais juste la plante verte dans la salle, tu sais?» Je dis: «Non, non, moi je n'ai rien fait». Et puis: «Non, non, non, ne dites pas ça». Elle m'a dit: «Non, non, vous avez pas idée de ce que vous avez fait. Je sais que vous avez dit à mon mari, d'aller suivre le bébé, de venir me raconter tout ce qui s'est passé. Vous savez même pas combien ça m'a fait du bien et tout». Et là, tu sais, je me suis dit: «Waouh!» J'ai pris conscience que ce que tu dis, ce que tu fais a une importance capitale pour les gens, alors que tu fais pour toi rien. Tu vois? Pour moi, j'ai fait un truc. Bah, parce que tu es là au moment le plus important de leur vie, en fait. Moi, je sais que quand j'ai accouché, après, c'était pareil. J'avais recroisé par hasard, j'avais 2 sages-femmes qui s'étaient, tu sais, il y en avait une qui était partie parce qu'en gros, elle était en journée, ça a duré longtemps mon accouchement. Et ensuite, après, on était passé au service du soir et du coup, celle qui avait fait toute la journée avec moi, elle avait pas vu l'accouchement, quoi. Et donc après, je l'ai croisée. Je lui dis: «Mais merci, mais tu m'as trop aidée». Je lui ai montré une photo. Enfin, tu as l'impression que c'est quelqu'un de ta famille, quoi. Enfin, quand tu es maman en train d'accoucher, tu es tellement vulnérable au moment où tu accouches, et en fait, ça te motive vachement ce que te disent les sages-femmes. Tu as l'impression qu'elles savent, quoi, et Ouais. qu'elles vont t'aider à faire. Mmh. Et c'est vrai que tu as un lien qui se crée qui est incroyable. Ouais. Des fois, quand tu parles d'un peu de coaching, mais en fait, c'est aussi pour ça, je recoupe avec ce que m'avait dit ma coach, qui m'avait dit: «Moi, je te vois bien faire du coaching». Et pourquoi ce métier, il m'a plu sur le papier? Il m'a plu parce qu'en fait, je me suis dit: «Je vais travailler avec des femmes». Moi, je voulais travailler avec les femmes. Tu vas faire du bien, tu vas être dans un métier empathique et en plus de ça, c'est sage-femme, tu coaches. Ouais, tu coaches, ouais, pour avoir la motivation. Ouais. C'est ça que je veux faire. Je veux coacher les gens, je veux les aider à se surpasser, à faire un truc fabuleux avec leur corps, tu vois? Ou même, en fait, voilà, tu suis des femmes, en fait, parce qu'il y a pas que l'accouchement. Sage-femme, c'est pas que ça. Tout le monde croit qu'on fait que des accouchements, mais pas du tout. Mais tu t'occupes d'une femme du moment où elle a ses règles à, peut-être 80 ans, enfin 80 ans, ça soit son décès, en fait. Donc, c'est vraiment toute la vie de la femme que tu as en charge et c'est pour ça et je me suis dit: «C'est ça que je veux faire. Je veux être coach des femmes». Et donc ça, c'était sur le papier et donc ces stages-là, enfin ce stage d'observation m'a mais transcendée parce que je me suis dit: «Mais en fait, mais waouh! C'est encore plus fort que ce que je croyais». Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était un peu ce côté, bah, sage-femme, on va pas se mentir. Déjà tu travailles à l'hôpital, donc est-ce que tout le monde supporte d'être en blouse et avec l'odeur de l'hôpital? Ça peut créer des angoisses pour certains, tu vois? Tu as quand même la vue du sang, tu as la vue d'autres fluides que je nommerai pas, et puis tu es quand même dans une zone génitale. Mon mari, tu vois? Donc tout le monde me disait: «Mais comment tu fais pour voir ça?» Je dis: «Oui, bon après, tu sais, c'est voilà, c'est naturel». Mais moi, je savais pas. Moi, je venais de la finance. Je savais pas si j'allais aimer le sang, je savais pas si j'allais aimer, toucher les gens, tu vois? Tous ces trucs-là. Donc ce stage-là m'a permis de me rendre compte qu'en fait, ouais, j'adorais ça, en fait, qu'être en blouse blanche, ça me dérange pas, que voir du sang, ça me dérange pas, que voir un placenta, ça me dérange pas. Ouais, tu vas au-delà pour, toi, ce que t'aimes, c'est l'humain et ce que tu es en train d'accomplir. Et alors, comment tu vois la suite pour toi, hein? Parce que donc sage-femme, il y a plusieurs façons de l'exercer justement. Tu peux faire par exemple, uniquement en cabinet, tu peux faire à l'hôpital. Est-ce que tu es forcément obligé, par exemple, de travailler les jours et le soir et le week-end ou tu peux ou pas forcément? Non, tu peux un peu tout faire. En fait, c'est vrai que moi après, bah, vu que j'avais ce parcours finance, je m'étais dit: «Ah bah, peut-être que je ferais, du libéral, parce que, bah, du coup, je peux avoir ma petite entreprise et en même temps faire ce métier-là». Et à la fois, tu vois, en fait, dans les études que j'ai fait, on a un peu travaillé dans plein de stages. Donc on a fait de la salle d'accouchement, du postpartum, des consultations prénatales, donc tout le suivi de grossesse, en fait. Et j'ai aussi fait de la maison de naissance. Et la maison de naissance, tu recoupes les 2. Donc tu fais, de l'indépendant, donc tu vas chez les gens après pour le postpartum et en même temps, tu es salarié d'une maison de naissance, donc tu fais les consultations, tu fais l'accouchement, tu as des gardes et tout. Ça, j'ai adoré. Donc moi, je pense que mon rêve ultime, ça serait de travailler en maison de naissance. Par exemple, moi, j'ai travaillé à celle de Genève, la maison de naissance, la Roseraie, j'ai adoré. Vraiment, ça a été, Tu bien tout faire un petit peu, quoi? ouais, ça j'aime bien. Mais en même temps, là, tu vois, je suis en hospitalier et j'adore aussi ce que je fais.
Donc en fait, je sais pas. J'avoue que j'ai pas de... De toute façon, en fait, moi, ma devise, c'est que de toute façon, dès que j'ai eu des plans dans la vie, rien ne s'est passé comme prévu. Donc j'arrête. Bon, en fait, j'arrête parce que j'avais des plans de vie, tu vois, bien tracés depuis mes 6 ans. Rien ne s'est passé comme prévu. Je ne regrette rien de ce qui s'est passé et tant mieux, c'est que ça devait pas se passer comme ça. Mais je vais pas te dire dans 10 ans, je suis en maison de naissance parce que si tu veux, dans 10 ans, je suis encore en sage-femme hospitalière et ça m'ira très bien. Et comment tu choisis justement où tu vas travailler après? Moi, du coup, j'ai terminé mes études là en septembre. J'ai reçu mon diplôme, enfin mon pré-diplôme en septembre et j'avais postulé au centre hospitalier universitaire du canton de Vaud parce que à la base j'habitais Lausanne avant. Donc j'ai postulé là et j'ai été prise. C'était mon plan A, il y avait pas de plan B. Donc j'ai eu mon plan A, tant mieux. Et j'ai été prise et là je suis aux urgences et j'adore. J'adore. Et donc pour l'instant, bah voilà, je suis là. Après, j'ai un contrat où je peux peut-être aussi bouger de service, donc peut-être que tu vois dans 6 mois, je suis dans un autre service. À la fois, peut-être que je peux rester. Donc je sais pas. Pareil, ça, tu vois, j'aimerais rester. Tout de suite, je te dis, j'ai envie de rester aux urgences, mais peut-être que la vie en décidera autrement. Donc Et alors, quel est le salaire est-ce que tu peux nous parler un petit peu salaire des sages-femmes, de ce que tu connais? Tu vois que les personnes qui voudraient se reconvertir, elles sachent un petit peu à quoi s'attendre? oui. Alors je peux te dire le salaire brut en francs suisses dans le canton de Vaud. Quand nous on sort des études, c'est 5 550 francs. Ouais, 5 550 francs. Donc ça paraît énorme, hein. Pour les Français, ça paraît énorme. Ça l'est par rapport à la France parce que je pense Parce que qu'en France, c'est combien à peu près? en France, j'avais disputé parce que j'ai fait un stage à Toulouse et je crois que c'était quand tu sors, t'es peut-être à 2002, 2004 net, je crois. Brut, je sais plus. Et tu gagnes mieux en indépendant du coup, en libéral? Ben, en fait, en France, il faut, pour bien gagner sa vie en libéral, il faut aussi faire de la gynéco. Parce que c'est là où tu cotes le plus de... Enfin, les actes sont plus chers pour le temps passé. Alors que tu vois, passer 1 heure chez une maman à faire du postpartum, tu passes 1 heure et t'as pas gagné grand-chose. Alors que mettre ton stérilet en 10 minutes, tu gagnes ta vie. Donc, les sages-femmes indépendantes en France, pour qu'elles soient bien payées, elles font aussi pas mal de gynéco. Ce qui n'est pas possible en Suisse. Parce qu'en Suisse, il n'y a pas forcément de pénurie de gynéco, ou en tout cas, les gynécos ont la main mise sur la gynéco. Donc, en fait, les sages-femmes, elles ne font que du postpartum et éventuellement de la consultation prénatale, mais elles font pas la gynéco. Moi, par exemple, avec le diplôme que j'ai aujourd'hui suisse, qui est valable dans l'Europe, mais il faudra que je fasse un diplôme universitaire de 1 an en même temps que mon boulot pour me former en gynéco, pour être à l'aise, pour pouvoir poser des stérilés, des contraceptions, tout ça. Je pourrais pas le faire comme ça, tu vois. Après, bon, t'as peut-être pas autant besoin si finalement vous êtes bien. Oui, ma possibilité aussi de faire de la maison de naissance, au final, on avait besoin de faire ça, mais bon. Et t'as aimé tes études? T'as trouvé ça difficile? Qu'est-ce que t'as pensé de tes études? Alors, pareil, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouah, dans quel monde j'ai atterri? Pour moi, c'était le monde des bisounours. Parce qu'en fait, t'apprends, les mots d'ordre dans ces études, c'est empathie, bienveillance et non-jugement. 3 mots que tu ne connais pas en finance. Moi, je suis arrivée, je suis moi, mais c'est quoi ça? Et tu sais, c'était la première année de mise à niveau, ce qu'on appelle les modules complémentaires santé ou année propédeutique santé en Suisse. C'est la première année que j'ai fait qui était commune à tout le monde. On est arrivé, c'était bienvenue, soignant de demain, merci d'être ici, quoi. C'était vraiment ça. Genre, mais vraiment, c'était merci d'être là, merci de choisir ces métiers qui sont difficiles, mais dont on a absolument besoin. Enfin, on te remercie, tu vois. T'as fait cette année-là, t'as passé ton concours parce que c'est un concours, donc c'est des tests psychotechniques. Donc ça, j'avais bossé comme une dingue. J'avais passé 4 mois, je faisais ça tous les jours parce que je voulais vraiment pas rater le concours. Et une fois que j'ai fait le concours, je suis arrivée et là, t'arrives en école de sage-femme, on te secoue le cocotier. Tu sais, au cas où il y aurait des fruits un peu trop mûrs qui voudraient tomber là tout de suite, ils te le secouent. Comme ça, si jamais il y en a qui sont perdus, qui ont vu la lumière au bout du tunnel, qui sont venus là par hasard, bah en fait, partez maintenant, quoi. Et moi, j'avais été trop énervée. Je m'étais dit, mais attends, on sait pourquoi on est là. On a passé ce concours. Et là, en fait, vous êtes déjà en train de nous dégoûter. Ça fait quoi? 1 heure qu'on est dans l'école, en fait. Donc ça m'avait un peu énervée, je t'avoue. Et mais en fait, après, ça s'est hyper bien passé. Enfin, les études... alors, c'est dur. On va pas se mentir. C'est très dur. Et pourtant, je pensais avoir vu des études dures avec mon master en finance. Mais et j'en reparlais avec des copines. Je dis franchement, c'est 2 fois pire. Ils m'ont dit, bah quand même, c'était pas mal. Je dis, ouais, bah c'est vraiment 2 fois pire. Moi, j'ai trouvé ça dur. Qu'est-ce que t'as trouvé dur alors? Ben, alors, ce que t'apprends, c'est génial.
heureusement que ce que tu apprends, c'est hyper intéressant parce que tu apprends tout le corps humain, la physiologie de l'accouchement. Enfin, tu as des cours de communication, ça c'est incroyable. Mais le truc, c'est le rythme. En fait, il faut te dire que les études de sage-femme, c'est comme quand tu fais de l'alternance. Donc, pour 7 semaines en cours, on te bourrine le crâne de trucs pendant 7 semaines, pendant lesquelles tu as des examens. Donc, en plus, tu dois réviser tout le temps. Après, tu pars 7 semaines en stage. Donc, tu as le stress, tu arrives dans un nouveau service, tu dois apprendre le service, le métier, tout ça, avec le peu de connaissances que tu as. Tu repars 7 semaines en classe. Ou pareil, on te rebalance plein de théories, des examens, nanana. Donc, en fait, t'es en stress en permanence. Et moi, tu vois, il y a plein de filles de ma classe qui étaient en dépression. Il y en a qui étaient sous anxiolytiques et tout, hein, tellement on était stressés. T'as zéro. Enfin, moi, je trouve que la première année, en tout cas les 2 premières années, on a eu zéro vie sociale. T'as pas le temps. Parce que tu passes ta vie à réviser. Ouais, c'est vraiment une vocation, quoi. Bah, voilà. Alors après, chacun vit son truc. Il y a peut-être des copines qui vont me dire: «Ah bah non, moi j'ai pas du tout ce ressenti. Moi, j'étais une bonne élève, stressée, je voulais avoir des bonnes notes, donc je révisais comme une dingue». En plus, j'habitais à 1 heure de trajet de Genève parce que mon école était à Genève, donc forcément, je me rajoutais 1 heure matin, 1 heure soir, donc j'avais des très longues journées et peu de temps pour réviser. Ouais, puis quand tu te reconvertis aussi, t'as pas envie de louper ton année, quoi. Donc je redouble, si tu veux, pourquoi j'ai. Alors ça aussi, je trouve que par rapport à la reconversion, ce qui est top, c'est que tu sais pourquoi t'es là. Autant quand t'as 18 ans, t'as un master, t'es à la fac de droit, tu t'es un peu perdu, t'as vu de la lumière par là, t'es venu. Mais je trouve que quand tu t'es reconverti, en fait, tu renonces tellement à beaucoup de choses. Moi, j'ai renoncé à une carrière, j'ai renoncé à des salaires, j'ai renoncé à mes week-ends, j'ai renoncé à ma tranquillité de vie parce que je veux dire, j'ai redémarré ça, j'avais 28 ans, hein. Donc, j'étais lancée dans un projet familial de potentiellement dans 2 ans j'ai des enfants. Ah, bah en fait, ça sera plutôt dans 4 ans, tu vois? Donc ça te recule quand même pas mal de trucs. Enfin, tu fais des sacrifices. Tu sacrifies tes week-ends, tu sacrifies toutes les vacances que tu voulais faire. Bah là, t'as plus les moyens de partir à l'autre bout du monde, t'as plus les moyens d'aller au resto tout le week-end, tout ça, hein, parce que t'es là en mode: en fait, non. Donc je trouve que tu sais pourquoi t'es là. Donc il est pas question que tu perdes ton temps. Donc c'est aussi ça qui moi j'étais assez énervée au début de la première année quand j'ai vu des filles qui ont abandonné les études de sage-femme au bout de 2 mois, même pas. Je me suis dit: «Mais purée, il y en a plein qui attendaient leur place, qui peut-être comme moi enfin, tu vois, qui étaient peut-être dans mon style de profil et qui ont raté à une place près et toi, au bout d'un mois, tu dis: «En fait, sage-femme, c'est trop médical pour moi». Mais en fait, renseigne-toi, Ouais. renseigne-toi. Enfin, moi, ça m'avait un peu, Ouais, ouais. Mais bon, ouais, c'est vrai que quand tu te reconvertis, ça n'a rien à voir. Tu sais pourquoi t'es là. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Donc un conseil qu'on t'aurait donné n'importe qui et que tu aurais envie de partager aux auditeurs. Alors moi, là, le conseil qu'on m'a donné qui me marque et que j'essaye de prendre, mais c'est vraiment un conseil côté soignant, mais c'est prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Ah, ça, c'est hyper important et surtout dans nos métiers où on a vraiment tendance à se donner corps et âme aux autres et on s'oublie et du coup, bah, on tient pas longtemps. Moi, c'est ce que on m'avait dit en stage. Plusieurs fois, on m'a dit: «Fais vraiment attention à toi parce que tu vas pas tenir longtemps dans ce métier». Mais après, si j'aurais un autre conseil à donner plus général à des gens qui vont pas forcément se réorienter dans les soins, bah, en fait, c'est que la vie est trop courte, pour s'ennuyer toute la journée. Voilà. Moi, je sais que quand j'ai décidé de me reconvertir, tout le monde m'a regardé avec des yeux genre: «Tu vas reprendre 4 ans d'études? Mon Dieu, mais c'est la fin du monde» et je leur ai dit: «Ouais, mais en fait 4 ans dans une vie, c'est quoi?» Parce qu'en fait, là, c'est mon alternative, c'est soit je fais 4 ans et oui, ça va nous paraître très long, mais et peut-être pas, en fait. Mais en fait, je m'assure après de faire un métier qui me plaît, un métier passion et en fait, où je vais avoir envie d'aller travailler tous les jours. Ou alors, je reste dans une zone de confort qui est pas si confortable et en fait, je vais, dépérir à vue d'œil pendant les 40 prochaines années. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, quand je dis à mes copains, «Ah bah, c'est bon, je suis diplômée, je suis sage-femme, j'exerce et tout», ils me disent: «Mais j'ai l'impression que c'était hier quand tu nous as annoncé ta reconversion». Ouais. Et eux, ils sont toujours en finance C'est et ça, et donc en fait, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui se posent la question. En fait, arrêtez de vous trouver des excuses, changez. En fait, si vous êtes pas bien enfin, en fait, reprenez l'idée de mes chaussures. Tu es pas bien dans un 38, change de pointure, en fait. Reste pas dans un truc parce que oui, tu gagnes bien ta vie, mais en fait, tu t'ennuies toute la journée. L'argent, ça fait pas le bonheur. Et oui, alors, en Suisse, tu vois, par exemple, on est bien payé, mais par rapport à la vie en Suisse, on est mal payé comme en France. En fait, l'argent, oui, on a besoin d'argent pour vivre, mais il y a pas que ça. Faut avoir envie de se lever le matin. je trouve aussi comme que finalement les études, c'est
c'est pas si long parce que, tu vois, moi, par exemple, je me suis reconvertie, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Bah, ça met quand même un peu de temps avant que ça marche et tout ça. Et finalement, je trouve ce qui est pas mal avec les études, c'est que tu sais que c'est 4 ans, mais à la fin des 4 ans, tu sais que tu es diplômé, tu as des clients, c'est garanti. Et ça, c'est pas mal, je trouve, le côté, c'est long, mais en même temps, tu sais pour combien tu es parti, puis à la fin, c'est sûr. Alors que parfois, dans l'entrepreneuriat, tu jamais de certitude, tu vois? Au bout de 4 ans, tu sais pas où tu en seras. Donc je trouve, faut pas hésiter parce que finalement, les années, elles vont passer de toute façon. Et ça passe assez vite. Donc, faut pas hésiter à se relancer dans des études si on peut se le permettre, financièrement. Oui et puis en plus, tu vois, moi ces études, elles m'ont passionnée. Malgré la difficulté parce que c'était un rythme qui était dur, ça a été tous les jours, j'étais contente d'aller à l'école. Alors que je me rappelle en finance, bon, j'aimais quand même bien parce que tu vois, je suis d'un naturel curieux, mais là, c'était autre chose. Chaque cours, j'adorais ça, en fait. Et en fait, quand tu apprends ça, quand en stage, même quand tu vas en stage, moi, j'ai adoré tous mes stages se sont bien passés. Pareil, quand j'étais embauchée, on m'a dit: «Tu veux travailler où?» J'ai envie de dire: «Mais partout!» Il y a des trucs que tu aimes plus ou moins, mais en fait, le j'aime pas beaucoup, c'est pas non plus terrible, c'est je pourrais le faire. Et en fait, je trouve que quand tu es moi, je pense que et c'est ce que m'avait dit la psy que j'avais revue, elle m'avait dit: «Quand tu es au bon endroit, les planètes s'alignent». Et moi, à partir du moment où j'ai dit: «C'est sage-femme», j'ai eu le tapis rouge du festival de Cannes, en fait, avec les Lancelot. Par vraiment tout s'est coordonné comme je voulais. J'ai eu les stages que je voulais, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, je suis partie en Guadeloupe et j'ai pu aller à Toulouse. J'ai eu le job que je voulais dans le service que je voulais. Je veux dire, je pense que quand tu es au bon endroit, ça se passe bien. Donc moi, je pense qu'il faut pas faut prendre le temps de réfléchir. Faut pas avoir peur. Voilà, en fait, et aussi, c'est pour ça que je disais, j'ai été, aidée. Moi, j'ai pas eu de crainte de me faire aider, donc par cette coach et par la psychologue qui finalement m'a repris parce qu'en fait, elle m'a aidée à dépasser ses peurs. Ou fausses excuses de: «Ouais, mais si je fais ça, en fait, peut-être que» non, j'ai réussi à dépasser ça et en fait, ça m'a donné la force de me dire: «Ben, ouais, en fait, fais-le». Qu'est-ce que tu as à perdre, en fait? Qu'est-ce que tu as à perdre? Un grand merci Avril, en tout cas, tu racontes super bien ton histoire. J'ai beaucoup rigolé avec toi. Je pense que tu aurais pu faire, humoriste aussi en reconversion. Merci beaucoup pour, tout ce que tu as partagé. Je mettrai, peut-être ton LinkedIn ou un mail de contact pour les auditeurs qui auraient des questions pour Oui, toi. n'hésitez pas. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.